Bienvenue dans Akinia Talks, un espace de dialogue avec des investisseurs, des entrepreneurs et des bâtisseurs d'écosystèmes pour décrypter les enjeux, les défis et les opportunités qui façonnent l'avenir du capital privé en Afrique. À chaque épisode, nous allons au-delà des chiffres pour comprendre comment les fonds se lèvent, comment les deals se structurent, mais aussi comment les entrepreneurs financent leur croissance et bâtissent des projets durables. Ces conversations offrent des repères concrets à tous ceux qui veulent saisir les dynamiques réelles des marchés privés africains. Bienvenue dans Akinia Talks et bonne écoute. Donc, bienvenue à tout le monde à ce nouvel épisode d'Akinia Talks. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Hervé Bongou, qui est co-founder et managing partner de Hustle Venture. Donc, pour commencer cet épisode, tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes ton parcours, sachant que tu as une pluralité d'expériences, que ce soit dans le VC ou dans la startup, aujourd'hui en tant que conseiller dans les levées de fonds. Est-ce que tu peux un peu expliquer la trame de ton parcours et où en es-tu aujourd'hui? Ok, déjà bonjour à tous et merci pour cette invitation. Donc, si je devais me présenter brièvement, je dirais que j'ai une formation en finance d'entreprise et en entrepreneuriat. Je suis passé sur les bancs de la Sorbonne et d'HEC. Je commence ma carrière dans l'écosystème entrepreneurial français en tant que chief of staff, une start-up qui faisait de la prise de rendez-vous pour les praticiens de santé, un rôle assez intéressant puisqu'il était à mi-chemin entre la stratégie et l'opérationnel. On est dans un contexte de croissance rapide. La boîte vient de lever des fonds. Elle veut structurer son activité en élaborant des processus métiers. J'ai par exemple eu à élaborer la stratégie commerciale B2B, à aller recruter les commerciaux, à sélectionner les outils qui allaient permettre sélectionner et paramétrer les outils qui allaient permettre aux sales de pouvoir travailler tranquillement et produire les indicateurs de performance pour piloter l'activité. Donc, suite à ça, j'ai d'autres expériences toujours sur des startups en phase de croissance rapide, toujours sur des postes assez responsabilisants. Et puis après, je décide de passer un peu de l'autre côté du manche et voir ce qui se passe du côté de l'investissement. Et là, je prends un poste chez Angel Square où je vais accompagner les entrepreneurs sur la structuration d'opérations de levée de fonds sur des tours d'amorçage, donc principalement du pré-seed et du seed. Et après toute cette expérience sur l'écosystème entrepreneurial français, il y a le Covid qui passe par là. Et je pense que c'est un peu comme tout le monde. On se remet en question, on essaie de donner du sens à sa carrière. Et puis moi, cette prise de sens, elle s'est matérialisée par mon expatriation en Afrique. Dans un premier temps en Tunisie, puis au Sénégal et au Congo. Et là, en fait, je gérais un programme européen d'appui technique et de soutien financier aux entrepreneurs de la diaspora. Et concrètement, j'avais 120 entrepreneurs, plus de 120 entrepreneurs sur 6 pays, 2 millions d'euros de budget. Et l'objectif pour moi, c'était dans un premier temps de financer les projets. Et puis, en fonction du stade de maturité et du besoin, bien entendu, et puis de leur développer un programme d'investment readiness, et donc de leur donner toutes les clés pour leur permettre de structurer leur activité et d'attirer les investisseurs qui feraient sens au capital de leur boîte. Et suite à cette expérience, je reviens à Paris avec un constat qui est qu'aujourd'hui, on a affaire à des populations de plus en plus éduquées, qui ont déjà ce tempérament d'entrepreneur et qui se saisissent de la technologie pour adresser des problématiques qui comptent, telles que l'inclusion financière, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, mais qui se heurtent à un mur, qui va être le mur de l'investissement, pour deux raisons. La première, c'est que structurellement, on va avoir très peu d'acteurs puisqu'on est sur un écosystème naissant. Et puis de l'autre côté, entrepreneur, on se rend compte que les entrepreneurs ne sont pas forcément structurés, ne connaissent pas forcément les codes, les bonnes pratiques pour aller structurer
un deal et le présenter à des investisseurs. Et c'est dans ce contexte-là que je crée Hustle Venture, qui mène une activité de banque d'affaires sur la zone Afrique francophone subsaharienne et qui a pour objectif de maximiser les chances de succès des entrepreneurs en les accompagnant sur leur tour de table, de la structuration jusqu'aux négociations finales. Ok. Donc là, aujourd'hui, tu te concentres sur l'écosystème tech Afrique francophone. Exactement. Mais étant donné qu'il y a pas mal de porosité, on est sur la zone Afrique francophone, mais très souvent, étant donné que les marchés comme le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire sont des marchés relativement petits. Quand on regarde leurs voisins nigérians, on va avoir des entrepreneurs qui très rapidement veulent se projeter sur des marchés beaucoup plus importants et rémunérateurs. Donc, on dit Afrique francophone, mais je pense qu'on peut très facilement parler d'Afrique de l'Ouest. Ok. Et tu peux aussi toucher le Maghreb au vu de ton expérience aussi en Tunisie. Oui, oui, oui. J'ai été invité récemment sur un forum en Algérie qui avait pour volonté, voilà, de créer un espace économique où on pourrait avoir une libre circulation des cerveaux, des capitaux et des marchandises pour essayer justement de créer un marché commun pour ces startups qui leur permettra de pouvoir se développer de façon saine. Donc oui, on regarde un petit peu le Maghreb. Ok. Donc, au fil de ta carrière, tu as pu passer par de la startup, je ne sais pas si on peut considérer comme Icon comme un incubateur, mais un peu comme, en tant qu'accompagnant un peu de startup, conseil. Ouais. Ensuite, lever de fonds. Et ensuite, aujourd'hui, conseil encore en tant que banque d'affaires sur la zone Afrique francophone. Pour toi, quels sont les enjeux de la structuration d'un écosystème tech en Afrique? Les enjeux de la structuration d'un écosystème, c'est en fait j'en vois plusieurs. Je pourrais en citer deux ou trois. Le premier, ça va être stimuler les économies locales et répondre aux grands enjeux auxquels font face les États. Aujourd'hui, quand on parle d'Afrique, on se rend compte que les pays tendent vers plus de stabilité, que les populations s'urbanisent, qu'il y a le développement d'une classe moyenne, une population jeune, et donc un gouvernement qui fait face à des défis d'inclusion financière, donc de bancarisation, faciliter les échanges financiers. On va avoir des problématiques de logistique, que ce soit de la mobilité pour les personnes ou de la mobilité pour les biens. On va avoir également des problématiques qui vont être liées à l'accès à l'éducation. Aujourd'hui, quand on fait un shift d'une économie vivrière qui va simplement extraire les matières premières et les revendre, et qu'on veut se doter d'une industrie, il faut avoir des profils plutôt qualifiés. Donc on va avoir de l'éducation. On va aussi avoir la souveraineté alimentaire. Quand on voit le taux de croissance de la population sur l'Afrique, on en vient forcément à se poser cette question de souveraineté alimentaire, d'autant plus que l'Afrique possède 60% des terres arables. Donc en fait, on se rend compte que c'est un enjeu stratégique pour les gouvernements de pouvoir développer l'écosystème entrepreneurial, les écosystèmes entrepreneuriaux aussi tenter qu'ils répondent à ces problématiques-là. Et ce que je dirais deuxièmement, c'est que ça peut être aussi un levier intéressant pour lutter contre le chômage en permettant aux jeunes diplômés de pouvoir prendre en main leur destinée, se construire leur job de rêve, tout en ayant un impact dans les pays dans lesquels ils vont développer leur activité. Et enfin, ce que je dirais, c'est que ce qui va être intéressant avec l'innovation, c'est que ça draine des capitaux, puisqu'on a besoin d'investissements pour aller développer son activité. Ça crée de l'emploi et ça améliore le niveau de vie. Donc, pour moi, il va y avoir un enjeu stratégique à aller développer l'écosystème, voilà, stimulation de l'économie, amélioration du bien-être des populations locales, création d'emplois et des capitaux qui viennent stimuler le tissu économique des pays dans lesquels les initiatives sont implantées.
Ok, parfait. Mais en fait, pour rebondir sur ton point et sur en fait, l'impact social en fait, du développement de l'écosystème, quelles sont plutôt les institutions que les États ou les pouvoirs publics doivent mettre en place? Je pense par exemple, enfin, au niveau de la French Tech, on a BPI qui est un acteur important, on a des incubateurs comme Station F, on a Mhm. le statut auto-entrepreneur qui a été introduit en France. Quelles sont les initiatives que les États peuvent mettre en place pour booster en fait cet écosystème? Bah, déjà, pour comprendre ce que l'État serait capable de faire, il faut déjà comprendre ce qu'est un écosystème entrepreneurial. Et moi, je pourrais le résumer en 3 points. Pour moi, dans un écosystème entrepreneurial, il faut du capital, du savoir-faire et un esprit de rébellion. Le capital, ça va être les moyens financiers, c'est un peu l'huile dans le moteur, ce qui va permettre au projet de pouvoir croître, se développer de façon sereine et pérenne. On va avoir le savoir-faire. Le savoir-faire sont les cerveaux qui vont occuper des postes d'ingénieurs, de designers, de directeurs commerciaux, qui vont permettre, voilà, de faire émerger des propositions de valeur pertinentes qui répondent à des problématiques qui auront été identifiées. Et il va également y avoir cet esprit de rébellion, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat vient du questionnement du statu quo, du questionnement de l'ordre établi, de la rébellion, c'est-à-dire on vient casser des marchés réglementés, on vient innover et transformer des usages. Et pour réussir à faire cela, il faut forcément avoir cet esprit, un esprit un peu révolutionnaire. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on va se demander qu'est-ce que va être le rôle des pouvoirs publics. Selon moi, les pouvoirs publics, en fait, ils vont jouer ce rôle de lubrifiant qui vont permettre à ces 3 cercles de pouvoir se rencontrer pour créer l'écosystème que je viens de décrire. Et en fait, si jamais on reprend point par point, sur le capital, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer effectivement des initiatives comme la BPI qui va venir à la fois investir dans les fonds, donc devenir limited partner dans les fonds, ou proposer comment dirais-je, des prêts d'honneur. Donc là, on va aller agir sur le côté capital. Sur le côté savoir-faire, ce qui peut être intéressant, c'est justement de promouvoir l'éclosion d'espaces de formation ou même simplement d'aller investir massivement dans l'excellence académique et donc permettre justement de se créer ce vivier d'experts avec les savoir-faire qui vont permettre de développer les projets de demain. Et l'esprit de rébellion, je pense que ce qui va être qui va permettre de stimuler ça, c'est un peu la part de comment je dirais d'irrationnel, là où les 2 maillons de l'écosystème sont plutôt rationnels, savoir-faire et capital. Là, l'esprit de rébellion, c'est euh, euh, favoriser l'esprit entrepreneurial, favoriser les profils qui pensent en dehors des clous pour permettre justement cette liberté de repenser le monde dans lequel on vit. Ok. Donc pour toi, ils auront plus un rôle d'accompagnateur d'une dynamique plutôt que C'est d'acteur. ça, exactement. Et en fait, l'idée, c'est de créer un cadre réglementaire qui va être propice, voilà, au développement des affaires. Ça peut être aussi même dans le recrutement, faciliter les recrutements, avoir des bourses qui vont permettre, enfin, des déductions d'impôts qui vont permettre d'investir dans la R&D. Donc, je pense que oui, c'est plutôt ce rôle d'accompagnateur et de conception de ce cadre réglementaire qui va permettre justement de pouvoir permettre aux startups de se développer. Ok. Juste sur le cadre du point réglementaire, l'environnement de la startup, c'est très particulier. Il y a il y a des termes, il y a des méthodes, que ce soit dans les levées de fonds, dans les vestings, dans les stock options, etc. Pour un peu nous expliquer en résumé un peu c'est quoi les vestings, c'est quoi les stock options. Est-ce que au niveau de l'Afrique francophone, il y a déjà un niveau d'adaptation de ces normes ou il y a un besoin de créer nos propres normes, entre guillemets? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que sur tout ce qui est sur les terminologies, c'est vrai qu'on a beaucoup d'anglicismes, on a beaucoup de termes qui sont propres à la profession, mais moi, si je devais sélectionner
bon, allez, on va se donner trois ou quatre définitions. Et après, je pense qu'au cours de l'entretien, si d'autres termes ont besoin d'être expliqués, je pense qu'on les expliquera au fil de l'eau. Mais je pense que ce qui va être, ce qui est important de comprendre, c'est déjà le principe de la levée de fonds. Le principe de la levée de fonds, c'est donner des parts de capital en échange d'argent. Et donc, la personne, donc l'investisseur qui peut être un fonds de venture capital ou un business angel, à mon stade de maturité, c'est plutôt des business angels. Donc, il prend des parts au capital avec pour objectif de faire un multiple à la revente de ces parts. Donc, l'investisseur, il est lié aux gains comme aux pertes. Donc, il a la possibilité de tout perdre. Et en fait, quand on regarde un petit peu le risque sur les startups, en France, on est à 80% d'échecs et en Afrique, on est à 90% d'échecs, voire plus. Ça s'explique tout simplement parce que l'écosystème est beaucoup plus fragile. Donc, il est plus difficile pour les startups africaines de pouvoir croître correctement. Donc, on va avoir voilà le principe de la levée de fonds. Donc, le dilutif, c'est on donne des parts, la personne est intéressée au profit comme aux pertes, et généralement, elle va avoir une place, ce qu'on appelle le board. Le board, c'est un comité stratégique qui qui discute des grandes orientations stratégiques de la boîte et qui prend certaines décisions stratégiques pour la boîte de façon collégiale. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que la levée de fonds, c'est comme un mariage. Un mariage avec des investisseurs qui sont là pour apporter du capital, mais également pour ouvrir un réseau, permettre à l'entrepreneur de lever la tête du guidon pour adresser des problématiques stratégiques ou opérationnelles. Quand on parle d'ouvrir un réseau, ça peut être du réseau pour recruter des profils stratégiques, pour identifier des relais de croissance. Donc l'idée, voilà, c'est que tous ensemble, on pousse dans la même direction pour permettre à la startup de maximiser ses chances de succès. On va avoir le non dilutif, et donc ça, c'est un mode de financement auquel peuvent être confrontés les entrepreneurs. Et là, on reçoit de l'argent qu'on doit rembourser avec un intérêt. Ce qui va être important également sur la levée de fonds, ça va être la data room. Donc la data room, ça va être le dossier qui va comprendre tous les éléments essentiels les informations, les documents essentiels et les informations essentielles qui vont sur la startup et son activité. Donc, on va y retrouver tout ce qui est statut de l'entreprise, pacte d'actionnaire. Donc, en fait, on a une partie juridique, une partie équipe, une partie produit, une partie marché, une partie traction et une partie financière. Après, c'est selon. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir l'ensemble des éléments qui vont permettre à l'investisseur lors des discussions, de pouvoir faire ce qu'on appelle des due diligence. Et les due diligence, c'est tout simplement aller évaluer l'opportunité d'investissement en fonction des différents critères que j'ai pu vous citer. Donc, si c'est l'équipe, on va regarder l'expérience de l'équipe sur le sujet qu'elle adresse, la complémentarité de l'équipe, la courbe d'apprentissage de cette équipe. Sur le marché, on va aller regarder le côté offre, côté demande, on va aller regarder la taille du marché, la dynamique de marché, donc la croissance de marché. On va aller regarder la structure de marché. Est-ce que c'est plutôt un marché concentré? Est-ce que c'est plutôt un marché atomisé? Est-ce que la proposition de donc, quel est l'avantage concurrentiel qui va permettre à l'entrepreneur de pouvoir se positionner sur ce marché et atteindre le niveau de part de marché qu'il vise. Donc voilà, donc on va avoir tous ces éléments-là. Donc je pense que une fois qu'on a ces quelques définitions, on peut à peu près comprendre ce qu'est une levée de fonds et quels en sont les enjeux. Ok, intéressant. Mais d'une façon un peu plus, disons, opérationnelle. Disons que je suis un jeune entrepreneur, j'ai une idée, j'ai enregistré une société, enfin dans mon pays, disons Afrique francophone, Dakar, Cameroun, peu importe. Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir des business angels locaux ou internationaux
Est-ce que c'est possible d'avoir les deux? Et tout ce dont tu viens de parler, que ce soit data room, que ce soit due diligence, que ce soit levée de fonds dilutifs ou non dilutifs, est-ce que c'est accessible aujourd'hui à un jeune entrepreneur qui vient de se lancer, qui a peut-être une idée, une ébauche de produit, qui ne s'est pas encore vraiment lancé sur le marché? Comme je le rappelais en début d'entretien, en fait, on est sur un écosystème assez jeune. Et donc, qui dit écosystème jeune, dit très peu d'acteurs très peu de capital disponible et très peu d'acteurs qui sont capables de faire cette intermédiation et de flécher ce capital disponible euh, vers les startups. Donc, je pense que sur le stade de maturité auquel j'interviens, donc en phase d'amorçage, un entrepreneur il va avoir besoin de capital intelligent. Donc du capital intelligent, généralement c'est fourni par des BA. Un business angel, le profil idéal, c'est une personne avec une surface financière intéressante et derrière combiner un degré de spécialisation sur sujets stratégiques ou opérationnels, que ce soit des sujets stratégiques parce qu'il a déjà investi dans plusieurs boîtes, donc il est capable de comprendre euh, quels vont être les grands défis que la startup va être amenée à relever, une compétence sectorielle qui va permettre à l'investisseur de pouvoir affiner la vision stratégique de l'entrepreneur sur les sujets adressés, ou une compétence opérationnelle qui va permettre, par exemple, de structurer un pôle commercial, un pôle communication euh, à, euh, à l'entrepreneur. Et puis derrière ça, ce que l'entrepreneur idéal, l'investisseur idéal va pouvoir apporter, c'est faciliter l'accès à des profils de qualité pour aller renforcer l'équipe, puisqu'on sait que l'équipe est la ressource principale des startups, accéder à des clients stratégiques. Et donc, il faut voilà, avoir tous ces éléments-là pour constituer l'investisseur parfait. Aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème français, en fait, on se rend compte que ce type de profil, on en trouve on en trouve assez, et ça va être divisé en plusieurs catégories. On va avoir pas mal d'entrepreneurs qui vont avoir envie de faire du give back, et après, on va avoir des profils, des high net worth profils, qui vont être acculturés à cette logique d'investissement parce que depuis 10 ans, on a notre président qui, enfin pas que lui, mais en tout cas, il y a fortement contribué. Il a voulu faire en sorte que les startups soient un levier de stimulation de notre tissu économique qui est constitué, je crois, à plus de 90% de PME. Et donc, du coup, en France, on va avoir voilà, ces investisseurs avec ces profils qui vont permettre aux startups de maximiser leurs chances de succès. En fait, en Afrique, on n'en a pas beaucoup. Tu parlais des family office, du coup, c'est ça? Non, là, je parlais uniquement des business angels. Et en fait, en Afrique, le problème, c'est que on a moins de business angels, on a moins d'entrepreneurs qui ont réussi. Ceux qui vont avoir des excédents de trésorerie à investir, ils vont préférer aller sur des classes d'actifs plus sûres. Euh, investir par exemple dans l'immobilier ou aller sur des activités beaucoup plus pérennes, donc d'aller sur des PME sur lesquelles on va avoir un historique qui nous permettra de nous projeter assez facilement. Donc c'est très difficile voilà de faire changer les usages et d'aller prêcher l'investissement dans une classe d'actifs très risquée. Donc en fait, côté business angel, on en a très peu, et ensuite côté VC, donc fonds d'investissement, là pareil, on en a peu, même si ça a commencé à se développer. On a beaucoup d'acteurs étrangers qui se sont installés en Afrique parce que l'Afrique, comme j'ai dit tout à l'heure, ça représente le nouveau relais de croissance pour les marchés européens. Donc, on a pas mal, voilà, d'investisseurs qui viennent se positionner, même si l'an dernier, on a connu une baisse des investissements avec ce qu'on a appelé le winter funding. Mais pour résumer, voilà,
Pour développer les startups, on va avoir besoin de BA et de fonds d'amorçage capables de se positionner sur des deals en phase d'amorçage. Aujourd'hui, l'écosystème est très peu développé, donc on va avoir peu d'acteurs qui vont se positionner sur ce créneau-là, ce qui fait que c'est compliqué pour les startups, mais pas impossible. C'est plus compliqué, on va dire, relativement pour une startup africaine de pouvoir se financer. Ok. Donc, sur l'écosystème africain, d'après un peu nos recherches à Kinya, on a remarqué il est un peu divisé en deux. On a le Big Four, qui est constitué du Nigeria, de l'Afrique du Sud, du Kenya et de l'Égypte, qui capture près de la moitié des financements. Et ensuite, on a un peu le reste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les autres pays africains, les 50 autres pays africains, puissent se mettre au niveau et en fait rattraper le peloton de tête que forment le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya et l'Égypte? Ça va être dur parce que ce qu'on peut se dire, c'est que en fait là, on a cité des pays qui ont des pays qui sont relativement développés parce que quand on regarde le classement en termes de GDP, on voit que ces pays tiennent le haut du classement et ça peut s'expliquer par le développement de l'économie qui peut s'expliquer généralement par le positionnement géographique qui leur donne un avantage, soit un avantage en termes de position géographique avec l'Égypte, les deltas du Nil, proche du canal de Suez qui est dans un espèce de carrefour entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Et après, on va aussi avoir pour certains des matières premières qui leur donnent, même si ça ne fait pas forcément tout, des matières premières qu'ils vont pouvoir exploiter si tant est qu'ils ne se contentent pas de simplement faire de l'extraction pour la revente, mais qu'ils développent une industrie de transformation qui leur permettrait de capturer un maximum de valeur ajoutée. Mais du coup, oui, les quatre, si on prend l'exemple du Nigeria, oui, on a une industrie pétrolière qui est développée et qui permet le ruissellement parce que en fait, l'investissement, comment est-ce qu'il faut le voir? C'est que aujourd'hui, on investit des excédents de trésorerie, qu'on soit un acteur public ou privé. L'excédent de trésorerie public, il va venir, il va être plus important si on a des industries qui sont développées. Donc, il faut une politique industrielle qui permet de créer un climat des affaires pour que les acteurs privés puissent entreprendre et développer des industries. Il va y avoir ces excédents de trésorerie-là qui vont être divisés sur des investissements différents parce que un investisseur, il veut diffuser son risque, donc il va aller du moins risqué au plus risqué. Dans les moins risqués, on va trouver investir dans la bourse, c'est du long terme, la publication des comptes est publique, donc on a un certain historique qui nous permet de prédire une trajectoire. Ensuite, on va avoir l'immobilier, on va avoir potentiellement l'art, et ensuite, à la fin des fins, on va avoir cette classe d'actifs très risqués que représentent les startups. Et pour que cette classe puisse être nourrie de financement, il faut que le ruissellement, qui ait assez d'eau et assez de débit en début de montagne pour que derrière, il reste une petite poche d'investissement à ces investisseurs pour aller stimuler le marché des sociétés privées. Et en fait, avec la manne financière, avec la manne pétrolière, on se rend compte que on peut avoir des fonds disponibles pour investir en start-up. On a, si on reprend un peu notre triptyque capital, savoir-faire et rébellion, en fait, sur le savoir-faire, on se rend compte que on a des populations qui sont très éduquées au Nigeria, et puis sur le côté rébellion, c'est des pays très anglophones, tournés, qui ont cette culture anglophone et qui aujourd'hui ont de nombreux défis à adresser. Et aujourd'hui, avec la disponibilité, la facilité d'accès à la technologie, grâce au taux d'équipement smartphone, aux baisses des coûts de connexion
Internet, ça permet justement de stimuler cet esprit de rébellion qui va avoir pour conséquence l'émergence de solutions qui viennent adresser des problématiques locales. Donc en fait, c'est dur. En tout cas, c'est un travail de longue haleine d'essayer ou de réussir à rattraper ces géants qui, en plus d'avoir tous ces éléments qui permettent de pouvoir structurer un écosystème, vont avoir aussi des marchés relativement profonds. Et aujourd'hui, lancer une innovation sur un marché à 200 millions d'habitants, c'est pas la même chose que d'être sur un marché à 17 millions d'habitants. Mais ce qui va être intéressant, c'est que, en fait, si on regarde, par exemple, la zone Afrique de l'Ouest, on se rend compte que oui, il y a le grand Nigeria, mais autour, on va avoir des startups, des entrepreneurs ivoiriens qui vont lancer la phase test sur le marché ivoirien et qui très vite vont avoir envie de se projeter sur le marché nigérian, qui même si ils présentent des différences avec leur pays d'origine, est un potentiel de marché qui se trouve à quelques centaines de kilomètres de leur position. Ok, intéressant. Là, à la fin, tu as parlé de l'Afrique francophone et notamment du potentiel de la Côte d'Ivoire, des entrepreneurs ivoiriens. Pour préparer cette interview, on a un peu étudié les différents rapports sur le financement. Et sur le dernier rapport Partech, qui résume un peu les financements des startups en Afrique, on se rend compte qu'en Afrique francophone, on a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, qui ensemble ont levé presque 100 millions de dollars en 2024. Et le Sénégal et la Côte d'Ivoire, les deux pays, c'est presque 25 deals sur l'année dernière. Qu'est-ce qui, pourtant, en Afrique francophone, est à l'origine de ce relatif dynamisme dans ces pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire? Quelles sont les caractéristiques de ces économies, de ces marchés qui font que ces pays deviennent les fers de lance en Afrique francophone de la tech? Je pense que c'est le niveau de développement des infrastructures, la lisibilité du cadre réglementaire, le fait qu'on retrouve des formations d'excellence qui permettent de produire des ingénieurs capables de se saisir de la technologie pour innover, l'accès. Après, je pense que la base de tout, c'est quand même la stabilité ou la relative stabilité politique qu'on peut avoir sur le pays, parce que en réalité, l'un des premiers critères, c'est si je monte une boîte, qu'est-ce qui se passe dans 5 ans si jamais un gouvernement décide de tout nationaliser, sans rentrer vraiment dans les têtes de la politique. Mais en fait, la sécurité des affaires, c'est quand même quelque chose qui est relativement important. Et la visibilité d'un cadre réglementaire, même si en réalité, le principe d'une startup, c'est un peu faire fi de toute cette partie juridique et d'aller se concentrer sur l'innovation. Mais en fait, cette lisibilité du cadre réglementaire va pouvoir permettre d'aller se développer, va permettre de pouvoir donner la confiance aux investisseurs étrangers de pouvoir venir investir. Ça va permettre de construire des boîtes pérennes qui vont donner des perspectives aux talents et donc de retenir les talents, parce que l'une des principales problématiques en Afrique sur les startups, c'est le recrutement, identification des talents, recrutement des talents et rétention des talents. Donc voilà, stabilité politique. Donc quand on parle de rétention des talents, il y a aussi le développement économique, parce que c'est beaucoup plus agréable de vivre dans une ville qui offre toutes les commodités que dans une ville où on n'a pas forcément accès, si je prends l'exemple de l'électricité, où il y a des coupures d'électricité constantes. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Je pense que oui, il y a aussi cette volonté politique, voilà,
et notamment ce on va appeler les Startup Act, qui vont être des ensembles de lois qui vont permettre de faciliter faciliter la vie des startups, que ce soit dans la création, que ce soit sur la fiscalité, que ce soit sur les volets de recrutement, que ce soit sur les volets d'investissement, faciliter l'investissement des capitaux étrangers, parce que l'une des problématiques en Afrique, c'est aussi le coût du capital. Donc je pense que oui, il va y avoir pour résumer, voilà, volonté politique, développement des infrastructures, lisibilité du cadre réglementaire, et puis un vivier de talents qui est capable, voilà, d'innover et de changer les usages. Ok. Et en fait, sur l'évolution de l'écosystème tech ou des startups en Afrique, dans les années 2000, on a eu l'arrivée du mobile. Ensuite, dans les années 2010, on a eu le mobile money et la fintech, qui est devenue une des principales verticales de la tech en Afrique. Est-ce que tu penses que l'écosystème startup est en fait une solution disruptive à nos contraintes quotidiennes, notamment avec le mobile money, ou l'écosystème peut être un levier de renforcement des infrastructures, notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le besoin en data center, en électricité? Quel est ton point de vue sur ces deux prismes de la tech en Afrique? En fait, moi, je pense que que la technologie, ça va être ça va nous permettre, voilà, de contourner la problématique d'infrastructure à laquelle l'Afrique fait face, même si il est bien de rappeler que l'Afrique n'est pas une zone homogène, mais il y a certaines similarités, certaines problématiques communes à l'ensemble des pays, et notamment le niveau de développement des infrastructures. Et ce que elle ne le fait pas forcément de façon parfaite, mais en fait, ce que la technologie et l'innovation permettent de faire, c'est de dire aujourd'hui, on va aller travailler sur de l'inclusion financière, on va aller bancariser un pays sans avoir à développer ce réseau d'agences qui prendrait du temps, qui coûterait cher, donc qui serait très cash intensive et qui derrière viendrait polluer, parce qu'aujourd'hui, une des industries les plus polluantes, c'est l'industrie de la construction. Et donc, aujourd'hui, il faut penser le développement en ayant en tête toutes ces contraintes écologiques qui nous obligent à trouver des solutions respectueuses de l'environnement. Donc, typiquement, voilà, accès à la bancarisation, à des wallets de mobile money, sans forcément avoir à construire des agences, avoir accès à la santé, notamment via la télémédecine, sans forcément développer le parc hospitalier, accès à l'éducation sans forcément avoir besoin d'aller recruter des professeurs ou de construire des écoles. Donc en fait, même si c'est pas forcément la solution miracle, je pense que c'est un moyen de contournement qui va venir pallier à cette absence d'infrastructure et qui va aussi prendre en considération le fait qu'aujourd'hui, on a cette pression à aller développer ces biens, enfin tous ces services pour les citoyens. Parce qu'on a une forte croissance. Donc aujourd'hui, avec une très forte croissance, si on règle pas les problèmes d'accès à la santé, ça risque d'être très 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 compliqué. Voilà, la technologie, elle a en ça le fait qu'elle soit assez agile, qu'elle soit moins cost-intensive que les solutions traditionnelles et et du coup plus facile à appréhender. Ok. Et donc, sur la question, par exemple, des exits de startups, donc, lorsque les investisseurs qui ont investi depuis le départ arrivent à dégager leur plus-value, en Afrique, et comme dans le monde, en fait, c'est de plus en plus, les exits sont de plus en plus rares, les opportunités de sortie sont de plus en plus difficiles pour les investisseurs. Est-ce que pour toi, la BRVM qui se développe ou d'autres bourses locales peuvent constituer des nouvelles pistes d'exit pour certaines startups africaines? Oui, ça peut, mais après, ce qu'il faut déjà essayer d'expliquer, c'est pourquoi est-ce que le marché
du M&A et les exits sont peu actives. Et une fois qu'on comprend les causes, on aura pu facilement les éléments qui nous permettront de trouver le bon remède. Et en fait, je pense qu'il faut déjà regarder côté acheteur et côté cible. Et aujourd'hui, si on regarde côté acheteur, en fait, on a peu d'acheteurs naturels. On va avoir peu de grands groupes qui vont être dans cette logique d'absorber, qui vont avoir les reins assez solides pour aller absorber des cibles qui leur permettront de créer des synergies, de se positionner sur un nouveau marché ou d'aller acquérir une équipe, parce que c'est un petit peu la mode. Aujourd'hui, on fait du M&A pour aller racheter des équipes et leur savoir-faire. Donc, on va en avoir très peu. On va avoir vu que c'est pas forcément dans les usages, tu vas avoir des grands groupes, mais qui vont pas être dans ces habitudes-là, qui vont plutôt privilégier cette logique de partenariat plutôt que de rachat. Et puis, on a un coût du capital qui est élevé en Afrique. Aujourd'hui, plus tu es sur des marchés risqués, plus le capital qui sera à ta disposition te sera cher. Et côté cible, en fait, on va avoir très peu de cibles qui ont atteint le seuil d'attractivité, de taille, de revenus, de techno, de proposition de valeur, susceptibles d'intéresser des acheteurs. Il va y avoir des problèmes sur la structuration des boîtes, sur les données, la gouvernance, qui va rendre difficile les due diligence, et ce qui va expliquer un peu la frilosité des acteurs qui pourraient faire de la fusion et de l'acquisition à ne pas forcément le faire. Et en fait, une fois qu'on a dit ça, qu'on a identifié les problématiques, on peut assez facilement comprendre que tout ça vient du fait que, en fait, on est sur un écosystème qui est relativement jeune. Si on parle de M&A avec des startups, aujourd'hui on voit de plus en plus d'exits. Je crois qu'il y a Lunettes pour tous en Côte d'Ivoire qui a réalisé un exit là il y a pas longtemps. Mais je pense que en fait, les choses se font étape par étape. D'abord, on va aller financer des boîtes en phase d'amorçage. Ensuite, série A, série B, série C. Et plus on aura de grosses boîtes, et plus on aura de viviers de boîtes en amorçage qui sont assez solides, et plus, en fait, on va avoir cette logique de M&A qui va se développer. Mais je pense que c'est une des étapes vers laquelle l'Afrique est en train de tendre. Okay. Et donc, quand tu parles de grands groupes, tu parles aussi de grands groupes africains, panafricains, qui peuvent être des potentiels acheteurs. Oui, africains, panafricains, principalement on peut aussi regarder du côté des telcos, ou des multinationales qui auraient un intérêt sur une boîte locale pour le développement de leur activité sur le pays. Ok. Bon, du coup, toi, en tant que fondateur et managing partner de Hustle Venture, est-ce que lorsque tu représentes des startups et des business angels ou que des startups? Que les startups. Nous, ce qu'on fait, c'est que on a un rôle d'intermédiation, et l'idée, c'est structurer le deal, donc valider la viabilité économique du projet. On vient challenger la structure de coûts, le modèle de revenus et les hypothèses de croissance. On vient structurer les différents documents, donc le pitch deck, le business plan financier, et puis la data room. Derrière, on va aller définir la stratégie de levée, dilutive, non dilutive, quel est le montant qu'on va aller rechercher, pour quel valo, quelle est la typologie d'investisseurs qui ferait sens au capital de la boîte. Je les coach sur toute la partie pitch et sur les questions qui pourraient leur être posées. Et puis derrière, on va aller travailler sur l'intermédiation. Nous, on ne se substitue pas à l'entrepreneur. Notre objectif, c'est vraiment à l'entrepreneur de gagner du temps. Gagner du temps sur un processus qui peut s'avérer être chronophage et complexe quand on ne le comprend pas. Lui donner accès à des investisseurs qui seront capables de lui apporter du capital intelligent. Et voilà, notre rôle, c'est vraiment ça. Et de lui permettre de closer dans les bonnes conditions de temporalité
et de montants, valo recherchés. Nous, notre travail, il se concentre sur ça. Et donc, sur le volet intermédiation, une fois que le deal est structuré, l'entrepreneur rencontre ses investisseurs, puisqu'un investisseur investit principalement sur une équipe, sa capacité à se saisir d'une technologie pour innover et développer une proposition de valeur qui répond à une problématique qui touche assez une catégorie de personnes pour qu'elles soient prêtes à payer pour la résoudre. Donc, on accompagne sur cette phase de négociation euh, jusqu'au jusqu'au closing. Ok. Voilà. Et est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus favorisés, notamment pour les investisseurs des instruments dilutifs ou des instruments non dilutifs? Quels sont les secteurs les plus favorisés par les investisseurs en général? Je suis pas sûr d'avoir compris la question. C'est quels sont les instruments utilisés par les investisseurs pour rentrer au capital des startups ou quels sont les secteurs que Angel Square que Russell Venture privilégie? Donc, quels sont les secteurs privilégiés par exemple, par un investisseur dilutif ou par un investisseur non dilutif? C'est-à-dire, est-ce qu'un investisseur qui investit en equity préfère de la fintech, de l'agrotech, ou celui en non dilutif préfère de la SaaS parce que c'est plus prédictible? Donc, selon le type d'investisseur, quel est Hum, le sous-secteur? ah, ok. En fait, tous les investisseurs investissent en dilutif. Ils vont investir D'accord. soit en equity, soit sur du BSAR, mais généralement, ceux qui sont sur du prêt, ça va plutôt être des banques et des organismes qui vont faire du prêt d'honneur à taux zéro. J'ai rarement vu euh, de- des particuliers Ouais. faire du prêt. Et généralement, ils rentrent en equity. Donc, comme on l'a dit, prise de participation au capital de la boîte, on est lié sur les réussites comme sur les échecs. Généralement, un horizon de 18, de 18-24 mois, avec pour objectif de faire un multiple. Enfin, c'est pas le premier objectif parce que tu vas avoir certains investisseurs qui vont vouloir faire de la veille stratégique, et quand tu mets un petit ticket de 5000 sur un mec qui est en train de développer une IA avec un usage très particulier, que toi-même tu as une boîte qui navigue également dans ce domaine, ça te permet de faire de la veille stratégique parce que tu seras au contact de l'innovation. Il y en a qui veulent investir pour faire du give back et se dire, voilà, moi j'ai galéré en montant ma boîte pour trouver des fonds, donc là, ça me permet de redonner. Et puis, tu en as certains qui vont se payer un MBA à moindre frais parce qu'ils ont de l'argent à donner. Et c'est toujours cool d'aider, comment dirais-je, euh, la jeunesse. Mais donc, du coup, on va avoir l'investissement en capital et ensuite, on va aussi avoir l'investissement en BSAR. Et le BSAR, ça, c'est plus, en fait, ça fonctionne sur le principe des obligations convertibles. Et donc, D'accord. l'idée, c'est de se dire que voilà, aujourd'hui, surtout en Afrique, et je pense que ça s'adapte assez bien au contexte particulier de l'Afrique. C'est qu'aujourd'hui, en phase d'amorçage, très peu de sources de financement, on est dans un écosystème incertain qui nous pousse à faire preuve d'énormément d'agilité. Et donc, en fait, une startup qui va avoir besoin de fonds, généralement, quand elle va sur de l'equity, c'est un process qui est très, très lourd. Il y a les due diligence, ensuite il y a pacte d'actionnaires, ensuite il va y avoir les changements de cabis, mise sous compte séquestre. En fait, je donne un peu le process dans le désordre, mais c'est pour dire que voilà, un process complexe avec des lourdeurs administratives. Là où, en fait, quand on investit en BSAR, ce qu'on dit, c'est voilà, j'ai besoin de 50 000 euros. Aujourd'hui, la boîte n'est pas encore assez mature pour qu'on puisse parler de valo, parce qu'on est encore en train de se poser des questions sur la proposition de valeur. On se pose encore des questions sur, euh, sur le go-to-market. En fait, il va y avoir énormément d'éléments sur lesquels on sera en train enfin, énormément d'éléments qu'on sera en train de tester sur le marché. Et donc, plutôt que d'aller dans un process complexe, on recherche des fonds. Donc, BSAR, ça veut dire que l'investisseur, en fait, il rentre au capital, enfin, il ne rentre pas au capital de la boîte, il met à disposition des fonds.
Et la contrepartie, c'est qu'au moment où une levée de fonds traditionnelle se fait, qu'il ait le droit à une décote sur la valorisation. D'accord. C'est-à-dire que généralement, on retrouve des décotes entre 20 et 30%, donc une décote de 20 ou 30%, qui Oui. vient rémunérer le risque qui aura été pris. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de la levée de fonds, en fait, avec la même somme qu'il aura mis, il ira sur une valorisation qui est plus basse et donc il paiera les actions moins chères au moment de la conversion. Et du coup, ça, c'est ce qui est vachement plébiscité parce que d'une part, ça nous évite les lourdeurs administratives parce que là, il faut simplement que l'entrepreneur fasse un PV d'AG qui statue le fait qu'il y mettre en place du BSAR. Une fois que l'accord de BSAR sur le montant est trouvé entre l'entrepreneur et l'investisseur, en fait, le virement il peut se faire de façon automatique. Donc, en fait, ça enlève les lourdeurs administratives, ça déporte les questions de négociation sur la valorisation à un moment où on aura plus d'éléments pour justement évaluer cette valorisation. Et puis, derrière, ça donne ça permet de rémunérer le risque de l'investisseur qui a mis des billes à un moment où la startup était encore à un stade précoce. Ok. Donc, sur les BSR, bon, alors, lorsqu'ils sont émis, il y a une injection de fonds, premièrement. Est-ce qu'il y a des intérêts? Est-ce que c'est des obligations qui portent un intérêt? Et ensuite, lorsqu'il y a une autre levée de fonds, il y a donc une deuxième injection de fonds de la part du détenteur de BSR, si je comprends bien. En fait, tu vas avoir un cap. En fait, ce qui est important de comprendre dans le BSAR, c'est le cap, le floor, la décote, l'événement de liquidité. En D'accord. fait, ce qu'on te dit, c'est que tu vas investir une certaine somme. Et donc, la valorisation qui va être atteinte le jour de l'événement de liquidité, le jour de l'événement de liquidité, en fait, c'est le jour de la levée de fonds. La levée de fonds effective. Généralement, tu vas aller chercher un BSAR et 6 mois, 1 an plus tard, tu fais une levée de fonds. Donc, l'idée, c'est de dire que le jour de la levée de fonds, il va y avoir une valorisation qui va être sélectionnée. Et donc, du coup, l'idée sera de faire en sorte que cette valorisation moins la décote soit entre le cap et le floor, si je ne me trompe pas. Et l'idée, c'est de venir rémunérer le risque de l'investisseur, puisque à somme constante, il peut acheter des actions moins chères. Donc, mathématiquement, si jamais, là où, quand toi, tu rentres au capital sur une valeur de 1 million, que tu as 10 000 actions, que l'action, elle te coûte, attends, 10 000 actions, ça te fait quoi? Ça te fait 100 actions? C'est Ouais. ça? Avec ce que tu as mis, tu peux acheter X nombre d'actions. Si jamais toi, vu que tu as une décote, en fait, tu une décote de 20%, tu n'es plus sur une valeur de 1 million, tu es plutôt sur une valeur de 800 000, et ben forcément, mathématiquement, tu peux acheter plus de parts et donc rémunérer le risque que tu as pris parce que tu as investi à un moment où la boîte était encore fragile. Ok. Et pour ça, pour mettre ça en place, il faut avoir une société immatriculée. On peut avoir une société immatriculée en Afrique et mettre ça en place, ou il faut une société immatriculée en France? En fait, ça c'est vraiment, c'est des questions fiscales. Moi, je suis pas forcément expert, mais ce que je sais, c'est que ça va dépendre de là où, de la nationalité de l'investisseur et de là où proviennent les fonds. Et généralement, moi, ce que je vois, c'est que quand on veut se lancer sur de l'investissement, sur du BSAR, on va demander de relocaliser le siège au Delaware ou en Irlande. Ok. En tout cas, dans des pays où on va avoir une fiscalité plus avantageuse pour la remontée des dividendes et pour les plus-values de cession de parts. Ok. Du coup, dans tes publications LinkedIn, tu évoques un positionnement stratégique de Hustle Venture, notamment dans le data-driven matching, le mentorat personnalisé ou encore la préparation des advanced boardrooms. Comment cela se traduit concrètement dans tes services?
Nous, ce qu'on fait, c'est on joue un peu ce rôle de 13e homme. Euh, je réponds un peu dans le désordre, mais nous, comment ça se matérialise, c'est que en fait, on va aller faire un diagnostic personnalisé. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on a une activité de banque d'affaires, on fait de l'intermédiation, mais en fait, comme on est sur un écosystème qui est beaucoup moins mature, en fait, on est aussi sur on vient aussi challenger l'entrepreneur, voilà, sur la viabilité économique, sur modèle de revenus, structure de coûts, Oui. hypothèse de croissance, sur sa stratégie à moyen long terme. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence de qui différencie Hustle Venture de ses concurrents, c'est que nous, on est vraiment euh, sur un rôle de conseil un peu en stratégie. Et ça c'est quelque chose que les entrepreneurs aiment bien. C'est-à-dire qu'on leur fait se poser les bonnes questions. On leur permet de lever la tête du guidon. On les challenge, on les secoue pour voir à quel point les certitudes sont cohérentes. Et c'est intéressant, voilà, d'avoir ce côté analytique et le côté terrain de l'entrepreneur pour aller éviter les écueils et in fine maximiser les chances de succès. Donc on va aller énormément travailler sur ce volet-là. On va aller travailler sur le pitch deck, sur le savoir-faire, enfin autant sur le fond et la forme, mais faire en sorte que la forme soit au service du fond. Et puis derrière, on va également travailler sur le BP, même si à ce stade de maturité, le BP, c'est pas forcément important. En fait, Oui. BP, ça permet juste de prendre du recul sur ton activité. Ça permet d'identifier les leviers de création de valeur. Ça permet d'identifier la pertinence du modèle et ça permet dans les grandes masses d'avoir de la visibilité sur la viabilité économique du projet. Donc, ça permet à l'entrepreneur de prendre du recul sur son activité, de Ouais. prendre du recul sur les impacts financiers de la prise de décision stratégique et ça permet aussi à l'investisseur voilà, d'avoir une idée de quels sont les drivers de la croissance et comment l'entrepreneur compte gagner de l'argent et comment est-ce qu'il séquence sa croissance pour aller atteindre ses objectifs et faire en sorte que cette croissance elle soit saine et absorbable par les équipes. OK. Et donc, sur tout ce travail d'accompagnement des entrepreneurs, est-ce que vous avez dû faire, Hustle Venture et ton équipe, est-ce que vous avez dû faire un travail d'éducation auprès des entrepreneurs sur le rôle du conseil, surtout qu'au moment du closing d'une transaction ou d'une levée de fonds, il y a une commission pour le conseil. Est-ce qu'il a fallu faire un travail d'éducation sur cette partie conseil? Putain. Je dirais oui et non, parce que en fait, je pense que si jamais les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils ne sont pas. euh, En fait, pour moi, comment est-ce que je pourrais dire ça? On va avoir des gens qui vont se dire, effectivement, qui sont, je pense, pas forcément encore arrivés au moment où ils veulent lever des fonds et qui se disent, ah non, mais en fait, ma boîte, elle est super. J'ai vu qu'il y avait deux, trois initiatives intéressantes qui me faisaient du pied. Et donc, du coup, je pense que ça va être facile de lever. Euh, et ces personnes qui raisonnent de cette façon ne sont pas arrivées à l'étape où ils doivent lever, donc ils se rendent pas compte quel est le degré de complexité d'une levée de fonds. Mais c'est normal, parce que même en France, l'univers du VC, c'est un univers qui est opaque. Donc c'est pas le fait que ce soit des Africains qui les rendent moins intelligents, c'est tout simplement que je te dis, en France, on avait le même souci. Hein, tu as plein d'entrepreneurs qui savent pas du tout ce que c'est que le VC, même en ayant fait des formations d'entrepreneuriat. Parce que c'est un milieu qui est particulier. Donc, oui, quand tu n'es pas au moment de lever, tu ne sais pas, donc tu comprends pas. Il y a des gens qui vont être serial entrepreneurs, qui ont des potes qui ont déjà levé, qui vont se dire, oui, oui, moi j'ai compris que ça prenait du temps, donc du coup, je vais faire appel à quelqu'un. Et après, en général, ce qui se passe, c'est que quand tu es sur des boîtes un peu plus matures, tu as forcément
des gens qui vont être un peu plus conscients du fait que ça prend du temps. Parce qu'en fait, une levée de fonds, en fait, c'est le principe d'une levée de fonds, c'est une vente complexe. En fait, une boîte, ce qu'elle fait, c'est que elle vend ses produits et ses services à ses clients, elle vend sa boîte au profil qu'elle veut recruter et elle vend l'opportunité d'investissement aux investisseurs. Donc, en fait, c'est une vente complexe. Donc, au même titre que quand tu vends ton produit à ta boîte, à tes clients, bah, tu dois mettre en place une stratégie, tu dois identifier les investisseurs pertinents, tu dois les cibles pertinents, tu dois faire un discours commercial, mettre un processus de vente, En fait, c'est la même chose. Et en fait, à un stade de maturité où tu dois te concentrer sur ta proposition de valeur, sur ton produit et sur la satisfaction de tes clients, bah, c'est compliqué de mener de front de bataille, quoi. Et généralement, bah voilà, les mecs qui et en fait payer, il vaut mieux payer pour que la personne fasse à ta place plutôt que de faire tout seul en moins bien et en plus long. Et c'est ce que typiquement on fait quand on fait de la vente. Hein. Un entrepreneur, quand il commence à développer son activité, bah, il pourrait vendre tout seul, mais il a tout intérêt à embaucher des commerciaux qui vont être spécialisés justement dans la vente et qui vont lui permettre bah, voilà, de décupler sa force commerciale. Donc c'est un discours qui s'entend assez bien. Donc c'est sûr qu'à ce stade de maturité, ils n'ont pas forcément énormément de fonds, mais ils se rendent compte de la nécessité que d'être accompagnés sur ces ventes complexes. Je voulais parler du rôle d'Akinia comme agrégateur de données, et surtout pour les conseils. Et quels sont les obstacles que vous avez pour obtenir les données du marché, notamment sur la tech? Bah, en fait, c'est un marché qui est. Bah, déjà, on a tendance à dire que l'Afrique est un marché, sauf que oui, il y a des zones économiques qui ont des similarités, mais ce serait comme dire que les Polonais, les Français sont les mêmes. On est effectivement européens, mais même si on a une monnaie commune, on a un espace Schengen, on a chaque marché qui a chaque pays qui a ses particularités. Et donc en Afrique, en fait, il faut vraiment avoir ça en tête. Et du coup, moi, si jamais je me concentre sur la zone Afrique francophone, pour donner un exemple plus parlant, bah oui, ça va être compliqué parce que le marché n'est pas encore structuré. Ça va être difficile d'avoir accès à des bases de données qui permettent de recenser les levées, qui a levé, combien, donc avoir les grandes tendances, d'avoir de l'information sur les investisseurs. Les fonds, la taille, est-ce que le fonds il est en début, en fin, est-ce que là il relève un nouveau fonds, est-ce qu'il a un dry powder, sur les BA, qui sont les BA, quels sont leurs tests d'investissement, voilà, le ticket moyen, les verticales adressées, avec qui ils aiment co-investir, et tout, en fait, tous ces éléments, ces critères discriminants, en fait, c'est ce qui va permettre d'aller établir une stratégie de levée et d'aller identifier les bons profils, les profils qui pressentent au capital de la boîte. Parce que, encore une fois, si je reprends l'exemple de la vente, sur une levée de fonds, on est sur une vente complexe. Une boîte, quand elle vend son produit ou son service, elle analyse sa cible. Elle analyse sa cible en fonction de sa taille, en fonction de son chiffre d'affaires, sa géographie, pour pouvoir adresser le bon produit, le bon message à la bonne cible, pour réduire et avoir le bon delta entre effort effectué et résultat obtenu. Donc, grand intérêt d'avoir ce genre de base de données. Ok, d'accord. Donc, on prend note de ton point. Donc, du coup, Hervé, j'aimerais déjà te remercier pour l'heure qu'on a passée ensemble. Et en fait, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Hustle Venture et quels sont tes prochains grands défis, grandes étapes pour le développement de Hustle Venture? Ce qu'on peut souhaiter à Hustle Venture, c'est d'être utile. Moi, j'ai cette conviction qu'on fait partie d'un écosystème et qu'on adresse un combat qui nous dépasse. Moi, aujourd'hui, comme je le disais en début d'entretien, pendant le Covid, je me suis dit quel était le sens que je voulais donner à ma carrière. Le développement de l'Afrique, c'était quelque chose qui m'intéressait très modestement. Plutôt que de faire des tweets, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller m'expatrier. Je ne dis pas que j'ai la solution, je ne dis pas que, mais se dire que la technologie est un outil qui peut améliorer la vie
et impacter les populations locales, je me dis que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, aller accompagner des entrepreneurs qui innovent et qui vont lutter contre les déserts médicaux, qui vont lutter contre l'analphabétisation, qui vont lutter contre l'exclusion bancaire et financière, qui vont lutter contre les zones les zones qui vont être exclues parce que enclavées. Pour moi, c'est ça qui va m'animer. Et ce qu'on pourrait me souhaiter, ouais, c'est de trouver des projets qui font du sens, qui sont portés par des entrepreneurs talentueux et qui vont avoir un impact et permettre le développement de l'Afrique. Donc moi, c'est vraiment ce que j'aimerais qu'on me souhaite. Et ben, franchement, merci à toi, merci pour cette heure et tous tes insights. Je te souhaite donc plein de réussite pour la suite et courage pour Hustle Venture. Merci à toi. Merci beaucoup et puis bravo pour cette belle initiative. Merci. Je suis toujours content de voir des forces vives, des esprits éclairés qui se joignent à mon combat parce que comme moi je parle d'écosystème et de contribution, bah vous aussi vous contribuez, vous permettez de pouvoir faire notre travail plus simplement, de façon plus fluide. Donc bravo à toi et merci pour l'invitation. Merci encore. J'arrête le recording.